Je n'allais pas rester inactif durant ces vacances scolaires. En dehors des révisions que j'allais devoir faire, il fallait également que je trouve un moyen de me changer les idées et d'éviter d'accumuler de la fatigue intellectuelle, car je n'étais pas encore tout à fait remis de mon asthénie cérébrale. Ma mère me proposa d'aller en vacances à Ronces-les-Bains, une station balnéaire où nous avions l'habitude, depuis quelques années, d'aller nous ressourcer l'été durant un mois. Ces séjours avaient débuté en 1953. Cette année-là, notre médecin de famille, le docteur Pouget, avait convaincu mes parents d'emmener ma petite sœur Sonia faire une cure d'air marin à la suite de soucis de santé. Ronces-les-Bains est une station balnéaire qui bénéficie d'un climat privilégié qui convenait bien pour le changement d'air dont ma sœur avait besoin. Sa situation géographique explique ce microclimat. Située à l'abri de l'île d'Oléron et baignée par le bras de mer qui sépare l'île et le continent, Ronces-les-Bains est aussi une station qui se trouve située au centre d'une forêt de pins maritimes. Malgré leur peu de moyens financiers de l'époque, mes parents se mirent en demeure de trouver un gîte suffisamment bon marché pour que nous puissions y séjourner durant le mois de juillet. Ils finirent par trouver une petite construction susceptible de nous accueillir. Tout près de la place Brochard, en plein centre de la station, dans l'allée numéro 9, un propriétaire possédait 3 villas, Mimosa, Mimosette et Petite Mimosette. Mimosa était la villa principale, occupée par les propriétaires ou louée à des vacanciers durant les mois d'été. À côté, une autre villa plus modeste était également louée. Enfin, tout au bout du terrain, une toute petite maisonnette était également promise à la location saisonnière. C'est cette petite demeure que mes parents purent louer durant le mois de juillet de cette année 1953. Composée de 2 pièces, une cuisine minuscule et une autre pièce munie d'un lit était succinctement meublée. C'est là que nous allions vivre, à 3, ma mère, ma sœur et moi-même. Mes parents avaient apporté 2 couchages supplémentaires pour ma sœur et pour moi. Nous étions à l'étroit, mais nous y avons passé des vacances magnifiques. Nos voisins immédiats, monsieur et madame Petit, locataires de la villa Mimosette, étaient originaires de Luxay en Charente. C'était un couple d'instituteurs retraités, accompagnés de leurs 2 petites filles, Annie, plus âgée que moi d'1 an, et Michel, de 11 ans. Monsieur Petit était un passionné de pêche. Il allait m'initier à la pêche à la vermée. À marée basse, nous allions sur la plage, située juste en face de notre allée, et là, nous creusions dans le sable vaseux à l'aide d'une fourche pour en retirer de gros vers de vase appelés arénicoles. Ensuite, à l'aide d'une grosse aiguille passe-laine, nous devions enfiler ces gros vers sur une cordelette fine ou un gros fil nylon, bien solide, sur une longueur d'1 à 2 mètres environ. Ce travail effectué, monsieur Petit enroulait ce cordon de verre pour en faire une boule qu'il suspendait au bout d'un fil attaché à une canne. À marée haute, nous allions dans une des allées parallèles à la nôtre, et nous nous installions avec d'autres pêcheurs sur le muret qui surplombait le parapet que la mer venait battre durant tout le temps de la marée haute. Durant 2 heures environ, les pêcheurs trempaient leurs lignes dans l'eau et attendaient qu'un poisson, généralement une anguille, quelquefois une sole, vienne mordre dans cette boule de verre que l'on appelait la vermée. L'exercice consistait à soulever la ligne vivement mais sans secousse, lorsqu'un poisson tirait sur la ligne, de façon à faire passer la ligne et le poisson par-dessus la tête du pêcheur. Il suffisait ensuite de ramasser le poisson tombé à terre sur le sentier de l'allée. Monsieur Petit m'expliqua qu'il pratiquait aussi cette technique de la pêche à la vermée en rivière. Cela s'exerçait la nuit, mais au lieu de balancer le poisson sur le bord comme en mer, on utilisait un vieux parapluie dont le centre avait été découpé et auquel un sac en tissu avait été cousu. Il suffisait alors de secouer la ligne au-dessus du parapluie pour faire tomber l'anguille dans le sac. Je décidai moi aussi de pêcher.
Certains pêcheurs se contentaient d'utiliser une ligne normale munie d'un hameçon pour pêcher. Je décidai d'utiliser plutôt cette technique, la pêche à la vermée demandant une certaine dextérité que je ne possédais pas. Je demandai à mon père, qui venait nous rejoindre le week-end, de m'amener une canne, un fil et un hameçon. En guise de plan, il m'amena une vieille poignée de porte en cuivre, de forme ovale, et je me mis à pêcher. La chance me sourit, et rapidement je remontai plusieurs anguilles. De vieux pêcheurs chevronnés, qui étaient assis près de moi, n'avaient pas la même réussite, et l'un d'eux finit par me dire « Tu en as de la chance, toi, drôle. Je me demande si ce n'est pas ta poignée de porte brillante qui les attire. » La plage de Ronces recélait d'autres trésors. À l'avant de la plage, des parcs à huîtres s'étendaient au nord à partir de l'embouchure de la Seudre, un petit fleuve côtier jusqu'à la plage du Galon d'Or, située au sud. Une partie plus vaseuse s'étendait entre les parcs à huîtres et la plage. Il suffisait de gratter pour ramasser des coques que l'on appelait des sourdans. Nous pouvions également ramasser des palourdes, repérables grâce aux deux petits trous que ce coquillage laissait paraître sur le sable vaseux en filtrant l'eau à marée basse. Certains pratiquaient également la pêche au couteau à l'aide de sels fins que l'on déposait sur les marques laissées sur le sable par ces mollusques bivalves. Le sel déposé, le couteau sortait verticalement, pensant que la mer remontait. Il fallait rapidement s'en saisir avant qu'il ne disparaisse à nouveau dans la vase. Mon père m'avait acheté un havenot. Le havenot est une sorte de filet monté sur un cadre de bois plat sur l'avant, dont la partie arrière, fixée sur un manche, est en demi-cercle pour tenir le filet ouvert. Ce filet permettait, en le poussant dans l'eau, la partie plate reposant sur le sable, de pêcher les boucs, ces crevettes transparentes, grises une fois cuites, au goût inimitable. Chaque jour j'allais ainsi faire provision de crustacés et de coquillages, et nous nous régalions. Grâce à ce filet, je pêchais aussi des petits crabes de couleur verte. Certains qui avaient des pinces aplaties s'appelaient des étrilles. Elles étaient particulièrement appréciées pour leur goût. Une fois cuits, ces petits crabes avaient revêtu une couleur rouge cuivré. Mon père les adorait. La veille de sa venue, j'allais les pêcher dans l'embouchure de la Seudre, j'en remplissais un grand sac de toile, un de ces sacs que les paysans utilisaient autrefois pour transporter le blé à dos d'homme. Mon père repartait avec ses sacs pleins. Il distribuait les crabes aux ouvriers de la laiterie pour la plus grande joie des laitiers et du beurrier. Une nuit, lors d'un week-end, alors que nous dormions tous profondément, Tino, notre chien cocker, qui dormait dans la petite cuisine, se mit à aboyer. Réveillé en sursaut, mon père alla voir les raisons d'un tel vacarme. Quelle ne fut pas sa surprise, en entrant dans la cuisine, de voir le chien reculer devant un grouillement de crabes sur le sol. Le sac en toile de jute avait mal été refermé, et les bestioles s'étaient répandues sur le sol. Les années qui suivirent, mes parents continuèrent à rechercher des hébergements abordables. En 1954, c'est au Petit Kismet que nous avons pu passer le mois de juillet. La villa Kismet était située, elle aussi, très près de la place Brochard, rue Camille Daniel, en face de la Chaumière, établissement aujourd'hui disparu. Le garage du sous-sol avait été aménagé pour être loué, et c'est là que nous avons passé notre deuxième été en juillet. Durant ce séjour, mes parents m'avaient inscrit au club Bécavin, situé sur la plage de la Cèpe, pour que je puisse participer aux exercices physiques. La médecine scolaire avait remarqué que je souffrais d'une forte scoliose de la colonne vertébrale et avait recommandé à mes parents des séances de rééducation. M. Bécavin était professeur d'éducation physique. Durant l'été, il animait un club sur la plage, comme son collègue, M. Daugroy, qui animait un autre club, le club Mickey. J'en profitais pour prendre des leçons de natation. Elles avaient lieu le matin très tôt. M. Bécavin m'emmenait dans l'embouchure de la Seudre, au bout de la plage, où j'allais ramasser les coquillages. Là,
dans l'eau froide du fleuve, M. Bécavin, en maillot de bain, l'eau à hauteur de la taille, m'initiait à la brasse en reculant au fur et à mesure que j'accomplissais les mouvements de bras et de pieds, en progressant dans sa direction. Les conditions n'étaient pas idéales, mais c'est comme cela que j'appris à nager au cours de cet été 1954. Durant cet été, ma tante Jacqueline est venue nous rendre visite avec une amie institutrice. Nous avons décidé, elle et moi-même, de faire une longue balade à pied en direction de la plage de la Pointe-Espagnole. Autrefois, entre les deux guerres mondiales, un petit chemin de fer au départ de Ronces conduisait les visiteurs jusqu'à cette plage située en face de la pointe ouest de l'île d'Oléron, sur un parcours de 4 kilomètres. Le petit chemin de fer n'existait plus. Seule la voie ferrée apparaissait par endroits quand elle n'était pas totalement recouverte par le sable. La balade parmi les pins était agréable. Le sentier suivait la côte. Nous avons rejoint une première plage, le Galon d'Or. Cette plage tenait son nom de sa couleur. Elle était recouverte de coquillages de toutes sortes, dont certains étaient particulièrement bien conservés. Suivait la plage de l'Embellie, puis le littoral continuait jusqu'à l'extrémité d'une pointe avant de s'incurver vers la plage de la Côte-Sauvage. Le long de ce littoral, le sable était extrêmement fin. Lorsque l'on passait la main dans le sable, on en retirait de grosses et magnifiques coquilles de mollusques amenées là par les marées. Aujourd'hui, tous ces coquillages ont disparu, ramassés au fil des ans par les nombreux touristes qui fréquentent ces lieux depuis la construction d'une route touristique dans la fin des années 50. Arrivés à la Pointe-Espagnole, nom donné à cette partie de la côte, nous pûmes apprécier le décor. La passe de la Pointe-Espagnole en bateau, passage étroit entre le continent et l'extrémité de l'île d'Oléron, est un endroit dangereux redouté des marins. Des courants marins, contraires, créent des remous, creusent le sol de la plage et des sables mouvants se forment avec par endroits des effondrements du sol. Les vagues balaient furieusement la côte, même par temps calme. Après avoir profité du spectacle, nous prîmes le chemin du retour. Afin de raccourcir la durée du parcours, nous décidâmes de quitter le sentier et de tenter de rejoindre la plage de la Cèpe en coupant court le long du rivage. La plage semblait toute proche. On voyait bien, à la sortie de la plage du Galon d'Or, une partie plus sombre, bordée de roseaux, mais ce que nous avions pris pour de la vase était en réalité un sol dur, glissant, entrecoupé de petits chenaux assez étroits mais profonds qu'il fallait enjamber. Le sol était si glissant qu'après quelques tentatives infructueuses et quelques chutes, nous dûmes renoncer. Il nous fallut traverser toute une partie de terre envahie de roseaux. Notre progression y fut des plus pénibles. Nous avons enfin pu retrouver le sentier par où nous étions venus et rejoindre la villa. L'année suivante, mes parents louèrent une petite villa composée de 2 pièces située le long de l'avenue Gabriel sur un terrain appartenant à monsieur et madame Avenel. L'avenue Gabriel est la principale rue de la station. Elle est parallèle au bord de mer et s'étend de la place Brochard jusqu'à la rue conduisant à la plage de la Cèpe. Elle est séparée du bord de mer par toute une rangée de belles villas, pour la plupart de construction ancienne effleurant bon la bourgeoisie provinciale. La famille Avenel possédait un grand terrain sur lequel 3 villas sont construites. Ma muse, la plus grande, se trouve sur la dune stabilisée face à la mer. Elle surplombe les 2 autres constructions situées entre la dune et l'avenue. La plus petite des 2, Little Home, sur la gauche du terrain, est composée de 2 pièces, une cuisine et une chambre. C'est cette villa que mes parents avaient louée en juillet 1955. Monsieur et madame Avenel étaient un couple de retraités. Monsieur Avenel était déjà à cette époque atteint d'un cancer du larynx et il parlait assez difficilement. Madame Avenel était une directrice d'école à la retraite. Elle avait occupé également les fonctions d'inspectrice durant la Seconde Guerre mondiale pour pallier aux absences des inspecteurs appelés sous les drapeaux. Ma mère sympathisa avec elle. Elles devinrent amies et continuèrent à correspondre après le décès de son mari.
Au cours de ce nouveau séjour à Reims, j'ai repris les séances de gymnastique du club Bécavin, toujours dans l'optique de tenter de réduire ma scoliose. Une année s'écoula sans que nous retournions à Reims. Finalement, au cours de l'année 1957, mes parents décidèrent de retourner une nouvelle fois à Reims. Contact fut pris avec madame Avenel, qui était devenue veuve. Hélas, Little Home était loué. C'est alors que madame Avenel proposa à mes parents de leur louer pour un prix modique une autre villa qu'elle possédait dans la station, non loin du centre, dans la partie boisée, située en direction du Mu de Loup, une propriété située en bordure de la Seudre. Cette villa, qui se nommait Fandango, n'était plus meublée et n'était donc pas louable à des vacanciers ordinaires. Il fut décidé que mes parents apporteraient tout le nécessaire pour nous permettre un séjour d'1 mois dans cette demeure. Le jour venu, mon père chargea un des camions de la laiterie qui ne servait pas au ramassage du lait. Nous y entassâmes une table, des chaises, des sommiers, des matelas, une plaque de cuisson au gaz et son meuble, enfin tout le nécessaire pour meubler provisoirement et de façon succincte la villa. L'arrière du camion, un Citroën Haridel, laissait apparaître ce chargement d'objets hétéroclites et nous ne passions pas inaperçus dans les localités traversées. Mon père, ma mère et ma sœur étaient assis dans la cabine à l'avant du camion. Pour ma part, j'étais assis à l'arrière et j'avais pour mission de veiller à ce que rien ne tombe du camion durant le voyage. Heureusement, ce jour-là, il ne pleuvait pas, car le chargement n'était pas protégé de la pluie. C'est ainsi que nous pûmes, cette année encore, profiter des bienfaits de la mer et du climat de la forêt maritime. Ainsi donc, à la suite de mon échec au baccalauréat, en cette année 1958, ma mère avait contacté son amie madame Avenel et lui avait demandé s'il lui serait possible de m'accueillir durant le mois d'août afin que je puisse réviser mon examen tout en profitant de la plage. Elle lui proposa de la dédommager pour ce service rendu. Madame Avenel lui offrit de m'accueillir et en compensation, elle lui suggéra que je passe mes matinées à travailler chez un de ses amis artisans peintres retraités qui possédaient des villas comme elle et qui les entretenaient en les repeignant. Je serais nourri à midi en échange du travail accompli et je serais logé à Mamuse. J'allais donc à nouveau passer tout le mois de juillet à Reims. Chaque matin, j'allais rejoindre monsieur Dupuis. Le premier jour, il m'apprit les rudiments que je devais connaître pour pouvoir faire un travail correct. Il me montra comment préparer le seau de peinture, comment entretenir les pinceaux une fois le travail achevé, comment étaler la peinture sur les murs, toutes choses qui me servirent beaucoup plus tard, lorsque propriétaire de ma maison, j'eus à entretenir moi-même les murs de mon habitation. À midi, je déjeunais avec lui et sa femme à son domicile, puis je retournais rejoindre Mamuse. Là, de 14h à 16h, je travaillais sur les devoirs que je recevais du CNED. J'allais ensuite me détendre sur la plage de la Cèpe. Les semaines où la marée était haute, je pouvais en profiter pour me baigner. Les jours passaient ainsi agréablement, malgré le fait que je devais préparer l'examen de septembre. Un soir, alors que je dînais avec madame Avenel, le sol se mit soudain à trembler. Le lampadaire, situé au-dessus de la table à manger, se balança, les verres situés dans le meuble à vaisselle tintèrent. Nous nous précipitâmes dans l'escalier, et arrivés sur le sable à l'extérieur de la villa, nous aperçûmes les locataires des autres villas qui, comme nous, étaient sortis en hâte en ressentant le tremblement de terre. Madame Avenel était une vieille personne assez originale et très dynamique pour son âge. Elle avait l'habitude de se baigner chaque jour, quel que soit le temps, été comme hiver. Elle disait qu'elle faisait à chaque fois ses 3000 brasses. Au cours de l'hiver 1954, il avait fait très froid et la mer commençait à geler sur le bord. Elle m'avait raconté que son mari avait cassé la glace pour qu'elle puisse se mettre à l'eau. C'était une Bretonne et sa peau ridée trahissait les épreuves qu'elle avait fait subir à son corps. Selon l'heure des marées, sa baignade pouvait avoir lieu le matin très tôt ou tard dans la soirée. J'étais assez admiratif. Elle avait également un canoë qu'elle sortait quelquefois pour varier les plaisirs. Mon séjour achevé,
Je retournai aux rivières et je continuai à travailler en attendant de repasser mon examen. Le jour venu, les épreuves se déroulèrent sans difficulté particulière, hormis l'épreuve de philosophie, car je n'avais pas eu vraiment le temps de travailler cette discipline. L'examen se déroula au lycée de Niort. Cet établissement avait été désigné pour accueillir les recalés de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres qui devaient repasser les épreuves. Le jour du résultat, il y eut encore un incident qui faillit me priver de l'oral. Niort était à une bonne heure de route. Mon père décida de téléphoner à une personne qu'il connaissait particulièrement bien pour aller consulter la liste des admis. Il devait nous prévenir de la date et de l'horaire de l'oral. Ce monsieur était le représentant de la société Alpha Laval et mon père avait souvent l'occasion de le rencontrer. Il vendait les machines qui servaient à la laiterie, les écrémeuses, la baratte et d'autres matériels utilisés pour la fabrication du beurre. Il alla voir les résultats, mais il ne vit pas mon nom dans la liste. Il nous téléphona pour nous prévenir que je n'avais pas été admis. Nous étions tous atterrés. Mon père décida de vérifier en achetant le journal local, et, ô surprise, mon nom figurait bien dans la liste des candidats convoqués pour la suite de l'examen. À la décharge de l'ami de mon père, mon nom apparaissait bien, mais mon prénom avait été tronqué. Seul Louis apparaissait, et cela avait entraîné cette méprise. Ce n'était pas la première fois que cette mésaventure m'arrivait. Déjà pour le brevet, puis l'année précédente pour la première partie du bac, lorsque j'étais appelé, je devais prêter attention, car seule la première partie de mon prénom était citée. La faute en incombait au secrétaire de mairie de la commune de Bois. À ma naissance, lorsque j'avais été enregistré, il avait tout simplement oublié le trait d'union qui reliait Louis et Paul. Depuis, administrativement, je suis toujours considéré comme ayant deux prénoms distincts et non un prénom composé. Ma carte d'identité, ma carte vitale, mes différents papiers ont toujours ce même défaut. Je n'ai jamais réussi à les faire modifier. Je m'en accommode, mais je tiens, lorsqu'on m'appelle, à ce que mon prénom soit bien prononcé en totalité. Cela a d'ailleurs un autre effet assez comique. Lorsqu'une maman appelle sa fille dans un lieu public, comme sur une plage par exemple, lorsque la fille s'appelle Nicole, il m'arrive de répondre pensant que c'est moi que l'on appelle. L'oral de l'examen se déroula sans problème. J'étais enfin reçu au baccalauréat avec la mention passable, mais cela me suffisait. Mon père me posa la question de mon avenir immédiat. Depuis 2 ou 3 ans, j'avais envisagé de poursuivre mes études en faculté. J'avais émis le souhait de préparer HEC. Toutefois, mes récents déboires de santé faisaient que je ne me sentais plus suffisamment solide pour envisager de continuer avec une chance de succès dans cette voie, et malgré l'insistance de mes parents, je décidai de quitter le statut d'étudiant et de m'inscrire auprès de l'académie pour obtenir un poste d'instituteur remplaçant. De nombreux jeunes étaient incorporés et partaient combattre en Algérie. L'éducation nationale manquait de jeunes instituteurs, ce qui facilitait le recrutement. J'étais sursitaire, j'avais la possibilité de conserver ce sursis en vue de passer le certificat d'aptitude à l'enseignement. Nous étions fin septembre. J'écrivis à l'académie, je reçus un avis favorable, je passai un examen médical, et le 2 octobre, j'étais officiellement inscrit sur la liste des instituteurs remplaçants de la Charente-Maritime. Le 8 octobre, j'étais nommé dans le sud du département, à Montguyon, à environ 100 km de chez moi.